Hollywood n'est pas un endroit facile pour vivre. Cela peut vous apporter la célébrité, mais aussi entraîner des tragédies, des chutes et des luttes permanentes. C'est exactement ce qui est arrivé à certains enfants stars du Hollywood classique. Nous allons révéler les pires déclins de Tinseltown. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Judy Garland. Elle est née Frances Ethel Gumm, mais le monde la connaissait sous le nom de Judy Garland. Même aujourd'hui, beaucoup de gens la voient comme la jeune chanteuse aux yeux brillants qui a donné vie à Dorothy dans Le Magicien d'Oz. À l'époque, MGM la voyait comme une pierre précieuse qu'ils pouvaient façonner et modeler à leur guise. Ils lui donnaient des pilules pour la maintenir éveillée, des pilules pour dormir, et d'autres pilules pour l'aider à rester mince. Elle n'était qu'une adolescente, et pourtant elle portait tout un studio sur ses épaules. Les critiques ont loué sa voix comme un don du ciel. Les fans adoraient son énergie pure. Elle a chanté « Over the Rainbow » et des millions ont cru qu'elle vivait dans un conte de fées. Mais la vérité était plus sombre. Les dirigeants du studio lui disaient souvent qu'elle n'était pas assez belle. Ils disaient que son poids était un problème. Ils disaient que son nez était trop court ou son visage trop rond. Elle se sentait laide et peu sûre d'elle. Parfois, Judy s'effondrait d'épuisement entre les prises. Il lui administrait rapidement une injection d'adrénaline, la remettait en scène, et le tournage reprenait. Personne ne prenait le temps de réfléchir à ce que cela faisait à son esprit. Tout tournait autour des calendriers de production et de l'argent. En vieillissant, le cycle de pilules, de régime et de travail constant devint la seule vie qu'elle connaissait. À l'âge de 20 ans, elle avait aussi découvert l'alcool. Cela a commencé des années d'instabilité, de relations brisées et de visites à l'hôpital. Elle a fait de son mieux pour se libérer de MGM et tracer son propre chemin, mais le mal était fait. La même industrie qui l'avait autrefois encensée se demandait maintenant si elle était fiable. Sa voix est restée emblématique, mais son corps est devenu frêle. Les projecteurs, qui autrefois illuminaient son visage, révélaient maintenant ses luttes. À la fin de la quarantaine, Garland avait perdu de grandes sommes d'argent à cause d'une mauvaise gestion et de ses dépenses impulsives. Il y avait des histoires où elle ne pouvait pas payer ses factures de base. Elle empruntait à des amis, promettait de faire des spectacles qu'elle était trop malade pour terminer, et s'enfonçait davantage dans la dette. En 1969, elle a été retrouvée sans vie dans une maison à Londres. Le coroner a déclaré qu'il s'agissait d'une overdose accidentelle de barbiturique. Elle avait seulement 47 ans. Les fans ont pleuré dans le monde entier, se souvenant de cette douce fille du Kansas avec des souliers rubis. Pas de la femme brisée derrière le rideau. Son histoire est devenue un symbole de la cruauté d'Hollywood. Un avertissement pour chaque jeune talent prometteur qui croit que le rêve est facile et insouciant. Corey Haim. Corey Haim était une idole adolescente canadienne dans les années 1980, brillant dans des films comme The Lost Boys et License to Drive. Les fans adoraient ses yeux pétillants et son sourire joueur. Beaucoup le voyaient comme le gentil garçon qui ne pouvait pas faire de mal. Mais derrière ce sourire juvénile, Corey faisait face à des fardeaux dont la plupart n'étaient jamais au courant. Il a commencé à jouer enfant, confronté à de longues heures sur le plateau et à la pression de rester populaire. Il avait rarement le temps pour des activités normales d'adolescent, comme les bals de l'école ou les après-midi de samedi paresseux. Il devait suivre les auditions, rencontrer des agents et rester pertinent dans le monde difficile de Hollywood. La célébrité est arrivée rapidement, et Corey s'est retrouvé entouré de personnes qui n'avaient pas toujours ses intérêts à cœur. Dans des interviews ultérieures, des amis proches ont suggéré qu'il avait subi des abus au sein de l'industrie. C'était un sombre secret qu'il a essayé d'enterrer. Alors qu'il entrait dans la fin de son adolescence, Corey a découvert la drogue comme un moyen de faire face. Au début, cela a peut-être ressemblé à une pause du stress et des souvenirs qu'il voulait oublier. Mais les addictions ont rapidement pris le dessus. Il a commencé à manquer des opportunités, à arriver en retard sur les plateaux, et à constater que les rôles qu'il espérait n'arrivaient plus. Au début des années 1990, sa carrière avait stagné. Les médias publiaient des gros titres sur son habitude et sa difficulté à rester sobre. Il a essayé plusieurs fois la désintoxication, parfois avec de courtes périodes de succès. Mais le cycle se répétait souvent, et il retombait dans ses anciennes « des modèles ». Les ennuis financiers ont suivi alors qu'il avait du mal à payer le loyer et à maintenir le style de vie que les gens pensaient qu'il avait. La célébrité qui semblait autrefois être un cadeau magique était maintenant un fardeau persistant. Les producteurs hésitaient, avant de l'embaucher, se demandant s'ils pouvaient compter sur sa fiabilité.
En mars 2010, Corey est mort à l'âge de 38 ans. Le médecin légiste a attribué sa mort principalement à une pneumonie, bien que des médicaments sur ordonnance aient également été trouvés dans son système. Pour les fans, cela ressemblait à la fin tragique d'un garçon plein d'espoir qui n'a jamais vraiment échappé à ses démons. Il était autrefois ce visage frais sur les couvertures de magazines, la star qui semblait pouvoir tout accomplir. Mais la promesse de la jeunesse a été éclipsée par des luttes personnelles, et Hollywood n'a guère fait pour le protéger. À la fin, son histoire a servi de rappel sombre que la célébrité infantile peut s'accompagner de douleurs cachées, qui ne guérissent jamais complètement. Bobby Driscoll. Il est apparu à l'écran comme un enfant brillant et charmant avec un doux sourire. Son premier rôle majeur fut dans Song of the South alors qu'il n'avait que 9 ans, faisant de lui l'une des premières stars enfantines en live-action de Disney. En 1950, le nom de Bobby Driscoll était partout. Il a remporté un Oscar spécial pour le film The Window et a captivé le public dans L'île au trésor, incarnant Jim Hawkins face à l'inoubliable Long John Silver de Robert Newton. Puis vint Peter Pan en 1953, où il a prêté sa voix au personnage principal et servi de référence pour l'action en direct. Walt Disney le voyait comme le symbole ultime de l'innocence juvénile. Mais la magie n'a pas duré. En entrant dans l'adolescence, l'acné est apparu, et sa voix a changé. Le cadre du studio a dit qu'il n'était plus adapté au rôle qu'il voulait en vendre. Disney s'est séparé de lui si brusquement que Bobby a seulement découvert que son contrat avait été annulé lorsque la sécurité ne l'a pas laissé entrer à la porte. Un jour, il était la star chérie avec un avenir brillant. Le lendemain, il n'était plus personne. Sans Disney, Bobby a découvert que les rôles se faisaient rares rapidement. Les directeurs de casting se souvenaient de lui comme du garçon frais de Disney, pas comme un jeune adulte avec de nouvelles dimensions. Désespéré d'être accepté et de trouver sa place, il s'est tourné vers la drogue. Les arrestations ont vite suivi. Possession, conduite désordonnée, même cambriolage. Il avait du mal à maintenir des relations et trouvait peu de stabilité financière. Au moment où il a atteint la trentaine, il était l'ombre de l'enfant autrefois salué comme l'avenir d'Hollywood. En mars 1968, son corps a été trouvé dans un bâtiment abandonné dans l'East Village de New York. Il n'avait aucune pièce d'identité sur lui, et la police l'a enterré dans une fosse commune. La nouvelle n'est parvenue à sa famille que des années plus tard, lorsqu'ils ont essayé de le retrouver. La vie de Bobby Driscoll s'est terminée dans le cœur brisé, bien loin de Neverland. Il avait été la fierté d'un studio connu pour ses contes de fées, mais la vraie vie s'est avérée plus dure que n'importe quel Capitaine Crochet ou Crocodile Tic-Tac. Jonathan Brandis. Au début des années 1990, Jonathan Brandis était partout. Il a ébloui le public dans l'Histoire sans fin 2 et a gagné encore plus de popularité dans la série Sequest DSV. Avec ses cheveux dorés et son sourire amical, il était le rêve de couverture de tous les magazines pour ados. Les fans lui écrivaient des milliers de lettres et ses photos couvraient les murs des chambres. Les réalisateurs louaient son professionnalisme et sa présence calme sur le plateau. Il n'était pas juste un autre beau gosse. Il avait de véritables talents d'acteur qui faisaient croire les spectateurs à chaque mot qu'il disait. Mais avec ce succès est venue la pression. Jonathan a passé son adolescence à jongler entre les interviews, les tournées de presse et les exigences incessantes d'Hollywood. Il a manqué les expériences scolaires normales, remplacées par des cours avec des tuteurs sur le plateau. Il a essayé de suivre avec de nouveaux rôles, refusant parfois des scénarios qui ne semblaient pas convenir. Pourtant, en approchant de ses 20 ans, les feux de la rampe ont commencé à s'estomper. Il était trop vieux pour des rôles de jeune garçon, mais les directeurs de casting ne le voyaient pas toujours comme un acteur principal adulte. La transition était lente et frustrante. Avec le temps, les offres qui affluaient autrefois ont commencé à se tarir. Il a eu du mal avec ce changement, le ressentant comme un rejet personnel. Ses amis ont remarqué qu'il s'isolait davantage, luttant contre des accès de dépression. Il voulait prouver qu'il pouvait jouer des rôles sérieux. Mais Hollywood peut être impitoyable. Les appels téléphoniques ont cessé d'arriver comme avant, et avec eux, une grande partie du sentiment d'identité de Jonathan. En novembre 2003, il a été trouvé dans son appartement de Los Angeles après une tentative de suicide. Il est décédé le lendemain à seulement 27 ans. Pour tant de fans qui avaient grandi en l'adorant, c'était un choc bouleversant. Comment quelqu'un avec tant de succès, de bonté et de talent pouvait-il se sentir si désespéré? Son histoire reste un rappel obsédant qu'une étoile brillante peut tomber dans une profonde obscurité. Surtout lorsque l'industrie qui
que ceux qui le célébraient autrefois avancent sans un regard en arrière. Anissa Jones. Anissa Jones n'avait que 8 ans lorsqu'elle est devenue Buffy dans Family Affair, une sitcom diffusée de 1976 à 1971. Avec ses couettes et sa fidèle poupée Mrs. Beasley, elle a conquis le cœur des téléspectateurs à travers le pays. Elle incarnait l'innocence aux côtés de ses frères et sœurs à l'écran et de l'oncle Bill. Mais quand l'émission a pris fin, Anissa n'a pas trouvé de rôle qui lui convienne. Les directeurs de casting ne la voyaient que comme Buffy, et elle se sentait piégée dans cette image. Elle aspirait à des rôles plus consistants, espérant montrer qu'elle était plus qu'une petite fille avec une poupée. Cependant, Hollywood était passé à autre chose. Sa vie familiale était également instable. Ses parents ont traversé un divorce amer, et il y avait des batailles pour la garde qui pesaient lourdement sur son esprit. Dans 1974, son père est mort, la laissant émotionnellement fragile. Anissa a quitté le lycée et a emménagé chez des amis, essayant de se construire une vie libre des contraintes de sa célébrité passée. Lorsqu'elle a finalement reçu un fonds fiduciaire de ses gains de Family Affair, elle a eu l'impression d'un nouveau départ. Mais sans orientation, cet argent est rapidement devenu le carburant pour des fêtes tard dans la nuit et une consommation excessive de drogue. Des amis se souviennent de ses sautes d'humeur, de ses mauvaises habitudes de sommeil et d'une impression générale qu'elle était perdue. Elle passait d'un emploi à court terme à un autre, sans jamais trouver la stabilité dont elle avait besoin. Le 28 août 1976, elle a été retrouvée inconsciente chez un ami, victime d'une overdose de diverses substances. Elle avait seulement 18 ans. Les fans qui ont grandi en regardant Buffy ont eu du mal à comprendre comment leur ami bien-aimé de la télévision s'était éteint si tragiquement. Sa mort est devenue un symbole de l'habitude qu'a Hollywood de délaisser les enfants une fois qu'ils ne correspondent plus au moule. River Phoenix. River Phoenix semblait être le parfait exemple de réussite d'une star enfant. Les critiques ont adoré ses performances dans Stand By Me et Running on Empty, le qualifiant de sage au-delà de ses années. Hors écran, il était connu pour sa nature d'os, son activisme environnemental et son amour pour la musique. Il voulait faire les choses différemment, refusant d'être juste une autre célébrité. Mais la célébrité est un parcours difficile. Avec le succès est venue une attention incessante. Les paparazzis le suivaient. Les fans demandaient des autographes et des histoires. Les réalisateurs le voulaient dans leur prochain projet. Il portait le fardeau d'être qualifié de jeune Marlon Brando ou du prochain James Dean. Ce genre d'éloge peut faire qu'un adolescent se sente dépassé. River a essayé de concilier les grands rôles avec des causes personnelles, mais la pression ne cesse d'augmenter. Malgré son image propre, il a commencé à expérimenter avec des drogues. Certains pensent que c'était une tentative d'échapper à la responsabilité écrasante d'être un modèle. D'autres disent qu'il explorait simplement, comme le font tant de jeunes adultes. Mais à Hollywood, les conséquences peuvent être rapides et brutales. Dans la nuit du 30 octobre 1993, River s'est effondré devant le Viper Room, une boîte de nuit populaire dont Johnny Depp était en partie propriétaire à l'époque. Les secouristes sont arrivés, mais c'était trop tard. Il est mort d'une overdose de drogue avant d'avoir pu fêter ses 24 ans. Le monde fut stupéfait. C'était l'acteur talentueux qui semblait si pur, si fidèle à lui-même. Soudain, il était parti. Les gens se demandaient comment le système l'avait laissé tomber, ou si c'était inévitable pour quelqu'un d'aussi sensible essayant de vivre sous le feu des projecteurs. La mort de River a fait la une des journaux du monde entier, rappelant à tous que jeunesse et talent ne garantissent jamais une protection contre les tournants les plus sombres de la vie. Carl Alfalfa Switzer. Il était le fauteur de troubles à la tête pleine de taches de rousseur des comédies R-Gang, mais il a grandi plus vite que beaucoup ne l'ont réalisé. En tant qu'Alfalfa, Carl Switzer a apporté des rires avec son chant faux et ses mèches en bataille. Pourtant, lorsque les caméras cessaient de tourner, il devait trouver un moyen de vivre. Le problème était que les directeurs de casting le voyaient toujours uniquement comme le petit fauteur de troubles charmants. Une fois qu'il a dépassé ce look, personne ne semblait savoir quoi faire de lui. Il a essayé de petits rôles au cinéma, des apparitions en caméo, et même le métier de barman pour joindre les deux bouts. Carl a découvert que la célébrité de l'enfance ne signifiait pas la richesse. Il a eu des difficultés financières, allant parfois jusqu'à entraîner des chiens de chasse pour payer ses factures. La tension le suivait aussi. Une anecdote raconte une dispute à propos d'un chien de chasse perdu, où Carl a exigé l'argent qu'il estimait lui être dû. Le conflit s'est intensifié. Le 21 janvier 1959,
Il est allé chez Moses Steels, cherchant à régler l'affaire. Les rapports varient, mais une lutte a eu lieu. Des coups de feu ont été tirés. Carl a été touché et est mort. Il y avait de la confusion sur la séquence exacte des événements, avec Stiltz affirmant la légitime défense, tandis qu'un autre témoin a suggéré que Carl aurait pu être en train de partir quand le coup fatal a été tiré. Malheureusement, la mort de Carl a été éclipsée par l'annonce du décès de Cecil B. DeMille, survenu à peu près au même moment. Il avait 31 ans, perdu dans la masse des gros têtres, malgré le fait qu'il ait été l'un des enfants artistes les plus reconnaissables en Amérique. Les personnes qui ont aimé les épisodes de Our Gang se souviennent de son sourire et de ses pitreries. Pas de la fin tragique arrivée trop tôt. Il reste un rappel de la rapidité avec laquelle Hollywood peut oublier même ses plus brillantes étoiles enfants une fois que les caméras cessent de tourner. Dana Plato. Pendant un certain temps, Dana Plato était l'idole de l'Amérique, en jouant Kimberly Drummond dans Different Strokes. Elle était la sœur adolescente d'Arnold de Gary Coleman et de Willis de Todd Bridges. Le sitcom était un grand succès, et le public adorait sa nature douce. Elle avait un travail constant, des lettres de fans, et beaucoup de couverture médiatique. Pourtant, derrière ce succès se cachèrent des luttes personnelles. À 18 ans, elle est tombée enceinte. Les producteurs ont estimé que cela entrait en conflit avec l'image saine de l'émission. Ils l'ont laissée partir. Soudainement, le revenu régulier a disparu. Dana a essayé de trouver de nouveaux rôles, mais elle était cataloguée comme la fille innocente des sitcoms. Les directeurs de casting n'étaient pas intéressés à lui donner une chance de montrer son éventail de compétences. Se sentant désespérée, elle a posé pour Playboy, espérant s'éloigner de son image lisse. Cela n'a pas conduit aux offres sérieuses qu'elle souhaitait. Au lieu de cela, elle a trouvé des ennuis, de la drogue, des problèmes financiers et une série de revers personnels. Elle a fait face à des problèmes juridiques, y compris un vol qui a fait les gros têtres. Beaucoup de gens l'ont jugée sévèrement, oubliant que derrière les histoires des tabloïds se cachait une jeune mère qui se battait pour survivre. Elle a tenté plusieurs retours, notamment dans des petits films indépendants et des apparitions à des talk-shows. Mais le stigmate la suivait. Elle luttait contre la dépendance, essayant et échouant à plusieurs reprises de se désintoxiquer. Le 8 mai 1999, elle a pris une surdose de médicaments sur ordonnance dans un camping-car garé devant la maison de la mère de son fiancé. Cela a été jugé comme un suicide. Dana avait juste 34 ans. La nouvelle de sa mort a bouleversé les fans qui se souvenaient de l'adolescente aux yeux écarquillés de la télévision. Son histoire, comme celle de tant d'autres enfants acteurs avant et après elle, soulignait à quel point Hollywood peut rapidement rejeter ses jeunes dès qu'ils ne correspondent plus au moule. Beverly Washburn. Pendant les années 1950, Beverly Washburn semblait vivre un rêve. Elle apparaissait dans des émissions télévisées populaires comme The Loretta Young Show, Wagon Train, et aussi dans des films adorés, y compris Old Yeller. Le public la louait pour son naturel devant la caméra. Les directeurs de casting aimaient son allure saine. Elle était la fille douce et vive que toute émission familiale voudrait. Pourtant, à mesure que Beverly grandissait, les offres se faisaient plus rares. Elle n'était plus une petite fille, et Hollywood avait du mal à la voir dans des rôles plus matures. Soudainement, le téléphone sonnait à peine. À cette époque, les contrats télévisuels offraient rarement des droits résiduels ou un soutien financier durable. Cela signifiait qu'une fois l'émission terminée, le salaire cessait. Beverly se retrouva à chercher du travail en dehors de l'industrie ou à accepter de plus petits rôles qui ne menaient pas à de plus grandes opportunités. Elle a essayé de s'adapter en explorant la scène et l'écriture. Elle a versé ses expériences dans un mémoire intitulé « Vraies larmes », révélant son parcours de jeune star, chérie à adulte, souhaitant être reconnue pour ses talents. Bien que Beverly ait évité certains des pièges plus sombres comme une grave dépendance aux drogues ou des démêlés continus avec la loi, elle a tout de même affronté sa propre version de la désillusion. C'était la lente disparition de son rêve, remplacée par les factures, des emplois ordinaires, et le sentiment qu'Hollywood ne se souciait plus d'elle. Elle a parlé ouvertement de se sentir laissée pour compte, une sensation partagée par de nombreux anciens acteurs enfants. Les fans se souviennent encore d'elle dans Fidèle Vagabond. Mais l'écart entre ce souvenir et sa vie d'adulte était énorme. Dans les interviews, elle réfléchissait souvent à la façon dont l'enthousiasme de l'industrie pour les enfants stars peut changer instantanément, les laissant se demander qui ils sont sans les projecteurs. Sawyer Sweeten. Née au Texas et faisant partie d'une grande famille, Sawyer Sweeten a rejoint Everybody Loves Raymond à seulement 16 mois.
aux côtés de son frère jumeau Sullivan et de sa sœur Madeleine. L'émission a duré 9 saisons, rendant les frères et sœurs célèbres avant même qu'ils ne comprennent ce que signifiait la célébrité. Des millions de téléspectateurs les ont regardés grandir à l'écran. Quand l'émission s'est terminée en 2005, Sawyer a essayé de mener une vie normale. Lui et son jumeau sont retournés au Texas, loin des projecteurs d'Hollywood. Pourtant, la transition était compliquée. Il avait passé presque toute son enfance devant les caméras. L'école n'était pas ordinaire. Socialiser était toujours éclipsé par le fait que les gens le reconnaissaient de la télé. En entrant dans la fin de son adolescence, ses amis ont remarqué des changements dans son humeur et son attitude. Le public voyait surtout un enfant souriant, mais les proches s'inquiétaient qu'il luttait contre la dépression. En avril 2015, à la stupéfaction générale, Sawyer s'est suicidé à seulement 19 ans. Sa sœur, Madeleine, s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à demander de l'aide s'ils se sentaient seuls. La nouvelle a bouleversé les fans qui se souvenaient de lui comme du drôle petit Geoffrey Baron. Les gens se demandaient pourquoi ou comment quelque chose d'aussi tragique pouvait arriver à quelqu'un d'aussi jeune. Comme beaucoup d'enfants stars, Sawyer avait grandi sous un étrange projecteur, puis s'était retrouvé dans un monde silencieux, sans le sens de structure et de but que l'émission lui avait autrefois donné. C'était un rappel que l'image extérieure d'une enfant star heureuse peut cacher une douleur interne profonde. Peggy Ann Garner. En 1945, Peggy Ann Garner connut le succès avec sa performance dans A Tree Grows in Brooklyn. Elle remporta un Juvenile Academy Award, recevant des éloges de la part des critiques qui qualifièrent sa performance de sage au-delà de son âge. Hollywood attendait de grandes choses de cette actrice talentueuse. Mais, comme cela arrive souvent, une fois qu'elle a vieilli, l'industrie ne savait pas où la placer. Peggy n'était plus la petite star enfant, avec un visage plein d'une sincérité émerveillée. Les dirigeants de studio semblaient peu intéressés par sa transition vers des rôles adultes. Sa mère, qui avait été le moteur de sa carrière, était connue pour être très contrôlante. Peggy a peut-être manqué une enfance normale en filmant constamment. Après une série de rôles moins importants et des tentatives sur scène, elle a eu du mal à trouver un travail régulier. Pour subvenir à ses besoins, elle a pris des emplois en dehors de la comédie, parfois dans la vente, parfois en gérant de petites entreprises. Les fans qui l'ont aimée dans A Tree Grows in Brooklyn ont peut-être supposé qu'elle vivait une vie glamour à Hollywood. Au lieu de cela, elle faisait face aux réalités quotidiennes comme les factures et le loyer. Sa vie personnelle était également agitée. Elle s'est mariée 3 fois, chaque mariage se terminant par un divorce. Des amis ont remarqué qu'elle semblait désillusionnée par la rapidité avec laquelle Hollywood l'avait oubliée. En 1984, à seulement 52 ans, Peggy est morte d'un cancer du pancréas. Beaucoup de ses fans n'ont appris ses luttes qu'après son décès. Elle avait atteint de tels sommets en tant que jeune fille, capturant la complexité émotionnelle de ses rôles, comme peu d'autres pouvaient le faire. Puis, en un clin d'œil, l'industrie s'est détournée, et Peggy Ann Garner est devenue un nom oublié dans une ville qui cherche constamment de nouveaux visages. Scotty Beckett. Scotty Beckett était ce petit garçon adorable des courts-métrages Our Gang, arborant une casquette de travers et un sourire charmeur. Il a également joué le jeune Al Jolson dans The Jolson Story, remportant des applaudissements pour son interprétation authentique. Les gens s'émerveillaient de la qualité de son jeu, étant donné son âge. Mais en grandissant, cette innocence angélique a disparu. Les appels téléphoniques pour de nouveaux rôles ralentirent. Les studios voulaient des visages neufs et jeunes, et Scotty n'était plus cet enfant aux grands yeux. Il découvrit l'alcool et, plus tard, les drogues. Dans une tentative de faire face aux sentiments de perte et de rejet, il s'est tourné plus fréquemment vers les substances. Il a fait face à de multiples arrestations pour conduite en état d'ébriété, possession de drogue et d'autres infractions. En 1954, il a conduit la police dans une course-poursuite à grande vitesse avant de s'écraser et d'essayer de fuir à pied. C'était un contraste frappant avec le gamin adorable dont les fans se souvenaient. Les problèmes financiers l'ont également hanté. Sans rôle régulier, il avait du mal à subvenir à ses besoins. Certains disent qu'il a essayé de se reprendre en main, mais à chaque fois qu'il faisait un pas en avant, quelque chose le ramenait 2 pas en arrière. Le 10 juillet 1968, il a été trouvé mort dans une chambre de motel à Los Angeles, avec des barbituraques à proximité. Il n'avait que 38 ans. La nouvelle n'a pas suscité beaucoup d'agitation, car le décès des acteurs enfantins passe souvent inaperçu. Pourtant, pour ceux qui se souvenaient de ce sourire éclatant dans les vieilles comédies, c'était un rappel douloureux que la gloire de l'enfance peut entraîner une tragédie à l'âge adulte si le soutien et les soins ne sont pas présents. Billy Loughlin.
Il était le charmant Froggy dans Our Gang durant les années MGM, un garçon avec une voix rauque inimitable qui faisait rire les gens. Billy Laughlin aurait trouvé ce ton rocailleux en imitant Popeye, et c'est devenu sa signature. Mais quand Our Gang s'est terminé en 1944, Billy s'est éloigné d'Hollywood. Il ne chassait pas les rôles dans les films, préférant peut-être une vie normale loin des caméras et des studios. Pendant un moment, il semblait qu'il pourrait échapper au destin de beaucoup d'autres enfants stars. Tragiquement, Billy n'a jamais eu la chance de décider de ce que son avenir lui réservait. Le 31 août 1948, il livrait des journaux avec un ami sur un scooter motorisé lorsqu'un camion les a percutés. Billy a été projeté à près de 40 pieds, souffrant de blessures graves. Il est mort le même jour, à seulement 16 ans. Alors que certains acteurs enfants ont affronté des difficultés pendant des années, la vie de Billy s'est terminée avant qu'il ne puisse atteindre l'âge adulte. Les fans de Our Gang se souviennent de lui comme de l'enfant à la voix drôle et aux grandes lunettes, à jamais figé dans les courts-métrages en noir et blanc qui ont fait rire des générations. Pour d'autres, sa disparition était un rappel sombre que parfois, la plus grande tragédie est de voir sa vie interrompue avant même de pouvoir découvrir qui l'on est. Billy Laughlin n'a jamais eu l'occasion de lutter avec les hauts et les bas d'une carrière d'acteur. Son histoire est un chagrin d'une autre sorte, soudain, inattendu et définitif. Bobby Jordan. Les gens pensent souvent aux Dead End Kids, aux East Side Kids ou aux Bowery Boys et évoquent des images de jeunes des villes débrouillards, échangeant des plaisanteries spirituelles. Bobby Jordan était central dans cet ensemble à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Son visage frais et son sens comique rapide ont contribué au succès de la série. Mais au sein de ce groupe, certains membres comme Leo Gorsey et Huntz Hall se démarquaient davantage, et le rôle de Bobby a commencé à se réduire. Se sentant éclipsé et sous-payé, il a décidé de partir. Quitter la série signifiait perdre le salaire régulier. Hollywood était immense, et Bobby a rapidement appris que la célébrité ne garantissait pas le travail. Il s'est engagé dans les forces aériennes de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais des blessures et des problèmes de santé l'ont tourmenté. Lorsqu'il est revenu à la vie civile, il espérait relancer sa carrière d'acteur, mais l'élan était perdu. Les directeurs de casting ne se bousculaient pas pour lui. Il acceptait n'importe quel travail qu'il pouvait, travaillant comme barman, portier, et même en vendant des photographies de porte-à-porte. L'alcool est devenu une échappatoire à ses soucis. Ses amis disaient qu'il errait d'un endroit à un autre, sans jamais trouver de point d'ancrage. À l'arrivée des années 1960, il était un homme dans la quarantaine, avec une santé déclinante et peu de ressources. La cirrhose du foie a contribué à sa mort en 1965. Il avait 42 ans. C'était une fin discrète pour quelqu'un qui avait autrefois fait partie d'un ensemble de jeunes qui captivaient le public. L'histoire de Bobby a révélé un autre aspect du dilemme des enfants stars. Même si vous parvenez à éviter le scandale précoce, l'industrie peut toujours vous laisser derrière. Gary Coleman. Lorsque Different Strokes a été diffusé pour la première fois, les réparties spirituelles et le sourire éclatant de Gary Coleman ont fait de lui un favori instantané. En tant qu'Arnold Jackson, il a lancé la réplique célèbre « Qu'est-ce que tu racontes ?» qui résonne encore dans la culture pop. Malgré son charme à l'écran, la vie de Gary en coulisses était compliquée. Il est né avec une maladie rénale congénitale qui a freiné sa croissance et nécessité une attention médicale fréquente. Même en accumulant la célébrité et l'argent, il a combattu de graves problèmes de santé. Ses parents et conseillers géraient ses revenus, mais Gary les a ensuite accusés de mauvaise gestion. À l'âge adulte, il réalisa que la majorité de sa fortune avait disparu. Des procès suivirent. Il avait du mal à obtenir des rôles qui lui permettaient de dépasser le personnage d'enfant espiègle. Pendant ce temps, les frustrations personnelles s'accumulaient. Il avait des disputes publiques, et parfois, des fans se moquaient de sa petite taille, ou lui rappelaient la phrase d'accroche dont il était fatigué d'entendre. Il a pris des emplois comme agent de sécurité, faisant parfois les gros titres pour des altercations mineures. L'instabilité financière le hantait. Malgré ses tentatives de se présenter à des fonctions politiques ou de participer à des émissions de télé-réalité, il n'a jamais retrouvé le succès qu'il avait enfant. Sa santé s'est détériorée dans la quarantaine. En 2010, Gary Coleman est mort d'une hémorragie intracrânienne après une chute. Il avait 42 ans. Pour beaucoup, sa vie symbolisait comment une star enfant pouvait être aimée par des millions, mais rester non protégée dans le monde réel. Peu importe le nombre de personnes qui reconnaissaient son visage,
Gary a eu du mal à trouver le bonheur et la sécurité qu'il désirait tant. Brad Renfro. Brad Renfro s'est fait connaître à l'âge de 11 ans lorsqu'il a joué aux côtés de Susan Sarandon et Tommy Lee Jones dans Le Client. Les critiques ont loué sa détermination naturelle et sa profondeur émotionnelle. Il semblait ne pas craindre d'aborder des sujets lourds. Au cours des années suivantes, il obtint davantage de rôles, et on disait qu'il était en voie de devenir un acteur majeur de sa génération. Mais, comme pour beaucoup de jeunes stars, les pressions de la célébrité l'ont frappé tôt. Brad a eu des problèmes de consommation de substances à l'adolescence. Il y a eu des arrestations pour possession de marijuana et de cocaïne. Il a essayé de continuer à travailler, apparaissant dans des films comme Bully et Ghost World. Mais ses problèmes personnels ont jeté une ombre sur sa carrière. Certains réalisateurs hésitaient à l'engager, craignant qu'il soit trop risqué. Brad allait et venait en désintoxication, montrant parfois des progrès, d'autres fois retombant dans de vieilles habitudes. Il voulait se débarrasser de sa réputation de mauvais garçon, mais trouvait cela difficile. Au début de la vingtaine, il était clair que les promesses de sa jeunesse s'évanouissaient. Le 15 janvier 2008, Brad Renfro a été trouvé mort dans son appartement à Los Angeles d'une overdose d'héroïne. Il avait 25 ans. La nouvelle a été éclipsée dans les médias par la mort de Heath Ledger une semaine plus tard, un autre jeune acteur parti bien trop tôt. Le décès de Brad est devenu une note de bas de page pour beaucoup, mais ceux qui ont travaillé avec lui se rappelaient d'un jeune homme véritablement talentueux et sensible, qui luttait pour faire face à la célébrité et à ses démons personnels. Il sert d'autres témoignages de la rapidité avec laquelle Hollywood peut dévorer les siens. Matthew Gerber. Quiconque aime Mary Poppins de Disney se souvient des charmants enfants Banks, surtout du petit garçon joufflu avec un sourire espiègle. C'était Matthew Gerber qui a incarné Michael Banks avec un sens de l'émerveillement et de l'amusement. Il a également joué dans 2 autres films Disney, Les 3 vies de Thomasina et Le dragon récalcitrant. Mais après cela, il s'est éloigné de la comédie. En grandissant, il semblait peu intéressé à continuer sa carrière à Hollywood. Peu de choses sont documentées sur ses années d'adolescence. Certains disent qu'il a voyagé ou étudié. D'autres disent qu'il voulait simplement une vie normale. Puis, en 1976, alors qu'il était en Inde, il a contracté l'hépatite. Les récits varient quant à la manière dont il l'a attrapé. Certains spéculent que c'était à cause de conditions insalubres. Lorsqu'il est rentré à Londres pour un traitement, la maladie s'était avancée à son pancréas. Matthew Gerber est mort en 1977 à l'âge de 21 ans. La tragédie était que cela s'est produit alors qu'il était si éloigné de la carrière qui lui avait autrefois apporté la célébrité en tant que petit garçon. Sa mort est passée largement inaperçue à l'époque, éclipsée par des nouvelles plus importantes dans l'industrie. Les fans de Disney ont finalement appris sa disparition des années plus tard. Pour ceux qui se souvenaient de sa performance dans Mary Poppins, c'était un choc de découvrir qu'il était mort si jeune. Il n'a jamais eu l'opportunité d'explorer des rôles d'acteur adulte ou toute autre voie de vie. Son histoire est triste parce qu'elle ne concerne pas tant l'exploitation à Hollywood, mais plutôt une vie qui s'est terminée trop tôt, laissant les gens se demander ce qui aurait pu être s'il avait vécu plus longtemps. Bobby Buntrock. Il était connu pour jouer Harold Baxter dans la sitcom des années 60 Hazel. La série mettait en vedette Shirley Booth, dans le rôle de la servante adorable qui dépassait souvent ses employeurs en intelligence, et Bobby Buntrock jouait son jeune protégé. La série lui a apporté beaucoup d'attention. Pourtant, dès que Hazel s'est terminée en 1966, les rôles se sont fait rares. Il a dépassé l'âge du personnage d'enfant mignon. Au lieu de s'efforcer de rester dans le showbiz, Bobby a décidé de retourner dans son état natal du Dakota du Sud. Il a terminé le lycée, en essayant de vivre loin des projecteurs d'Hollywood. La tragédie a frappé le 7 avril 1974, lorsque la voiture de Bobby a plongé d'un pont endommagé dans Rapid Creek. Le pont avait été compromis par une inondation 2 ans plus tôt et des réparations étaient toujours en cours. Certains rapports suggèrent que les panneaux d'avertissement étaient insuffisants. D'autres disent qu'ils ne les auraient peut-être pas remarqués. Lorsque les secours sont arrivés, il était trop tard. Bobby n'avait que 21 ans, parti en un instant. La tristesse réside dans le fait que Bobby semblait éviter les pièges typiques des enfants stars, comme la consommation de drogue ou les problèmes juridiques à long terme. Il menait une vie tranquille, content d'être loin des feux de la rampe. Pourtant, le destin a été cruel d'une autre manière. Les fans se souvenaient de lui, comme de l'enfant acteur innocent qui n'a jamais eu la chance de voir ce que son avenir adulte pouvait réserver.
Les journaux ont brièvement rapporté sa mort, puis, comme tant d'histoires de jeunes stars, elle a disparu de la une. Extrême attention. Le destin de Bobby sert de rappel frappant que la tragédie ne suit pas toujours le scénario familier de l'effondrement hollywoodien. Parfois, elle survient de manière soudaine et impensable. Lee Thompson Young. Au milieu des années 1990, les fans de Disney ont accueilli Lee Thompson Young comme la vedette principale de The Famous Jet Jackson. Il était charismatique, athlétique et un modèle pour de nombreux enfants qui regardaient ses aventures. Dès son plus jeune âge, Lee montrait un talent authentique et une approche disciplinée du jeu d'acteur. Contrairement à de nombreux acteurs enfants, il semblait avoir de l'aplomb, continuant à travailler dans divers rôles à la télévision à l'âge adulte. Il est apparu dans des séries comme Friday Night Lights et Rizzoli and Isles, mais sous sa surface calme, Lee luttait contre des démons intérieurs. Inconnu de beaucoup, il avait été diagnostiqué avec un trouble bipolaire. Il faisait face en silence, ne partageant pas souvent les détails de ses luttes de santé mentale avec le public. Sur les plateaux, ses collègues le décrivaient comme poli, concentré et gentil. Personne ne devinait qu'il menait une guerre intérieure. Au fil du temps, la pression de gérer sa condition a peut-être augmenté. Le 19 août 2013, Lee s'est suicidé à l'âge de 29 ans. Sa mort a choqué ses amis, sa famille et ses fans. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il avait encore beaucoup à offrir. Des projets en préparation, un rôle stable dans une série télévisée à succès, et une vie qui semblait pleine de possibilités. Mais comme beaucoup de personnes vivant avec un trouble bipolaire, l'obscurité peut devenir écrasante. Dans les semaines qui ont suivi, des discussions ont émergé sur la sensibilisation à la santé mentale et la nécessité de meilleurs systèmes de soutien, surtout dans une industrie qui privilégie souvent l'image au détriment du bien-être. L'histoire de Lee Thompson Young reste un exemple poignant de la façon dont un artiste talentueux peut cacher une grande douleur derrière un doux sourire. George Spanky McFarland. Pendant les années 1930 et début des années 1940, George Spanky McFarland était le visage de Our Gang. Le public se réjouissait de ses joues rondes et de ses frasques pleines d'énergie. En tant que chef des plans du groupe, Spanky a conquis le cœur de millions de personnes. Mais une fois que Our Gang s'est terminé, McFarland a découvert que Hollywood avait peu de place pour un ancien enfant star. Les directeurs de casting ne pouvaient l'imaginer que comme ce petit garçon menant des farces. Il a trouvé divers petits emplois, y compris des postes de vente, et a même gravi les échelons dans des entreprises comme Philco Ford. Occasionnellement, il apparaissait à la télévision ou lors d'événements nostalgiques, mais la carrière d'acteur continue dont il aurait pu rêver ne s'est jamais concrétisée. Des hauts et des bas financiers ont marqué sa vie. Il exprimait parfois sa frustration d'être éternellement connu comme Spanky, même si ce rôle lui avait donné la célébrité au départ. Pourtant, il reconnaissait aussi que les fans avaient une profonde affection pour lui. Il en était reconnaissant. Mais cela n'a jamais complètement effacé les défis d'être catalogué pendant des décennies. Il avait une fois plaisanté en disant que s'il avait eu $1 chaque fois que quelqu'un disait « Hey, Spanky !», il aurait été millionnaire plusieurs fois. Il est mort d'une crise cardiaque en 1993 à 64 ans. À ce moment-là, il avait accepté son héritage. La triste vérité était qu'Hollywood peut adorer un enfant pendant quelques courtes années, puis l'oublier. Le sourire de Spanky et son sens du timing comique vivent dans les vieilles bobines de films. Mais le chemin après la célébrité enfantine n'a jamais été aussi brillant que ces images intemporelles en noir et blanc le laissaient supposer. Diana Sarah Curry, Baby Peggy. À l'époque du cinéma muet, Baby Peggy était une superstar. Avant même de pouvoir parler en phrases complètes, elle gagnait une fortune en jouant dans des comédies en un seul acte et dans des grands films. Les responsables de studio s'émerveillaient de la façon dont elle suivait les instructions sans broncher. Ils la mettaient dans des situations dangereuses, comme se tenir près de feu ou réaliser des cascades qui seraient impensables pour un tout petit aujourd'hui. Son visage était sur des produits dérivés, et elle était saluée comme l'une des plus grandes stars du box-office d'Hollywood. L'argent affluait, selon certaines estimations plus d'1 million de dollars, avant qu'elle ait 6 ans. Mais son père, un ancien cascadeur, a mal géré ses fonds. Il s'est également heurté à de puissants producteurs, conduisant à la mise à l'écart soudaine de Baby Peggy. À l'âge de 7 ans, sa carrière était essentiellement terminée. La richesse de la famille s'était évaporée.
En grandissant et atteignant l'adolescence, elle peinait à trouver son identité en dehors de Baby Peggy. Elle travaillait à des petits boulots, parfois dans des bureaux ou des magasins, loin du glamour des plateaux de cinéma qu'elle avait autrefois. Savait. À l'âge adulte, elle a changé son nom en Diana Sarah Carey. Plutôt que de fuir son passé, elle est devenue écrivain et historienne, détaillant l'exploitation des enfants acteurs dans le Hollywood des débuts. Elle s'est battue pour de meilleures protections légales aux côtés de personnes comme Jackie Coogan, luttant pour des lois empêchant les parents de dépenser tous les gains de leurs enfants. Ses livres et interviews offraient un rare aperçu de ce monde du cinéma muet de la part de quelqu'un qui l'a vécu. Diana a vécu jusqu'à l'âge de 101 ans, décédant en 2020 en tant que dernière star survivante du cinéma muet. Elle a laissé derrière elle un héritage, non seulement de vieux films, mais aussi de plaidoyer et de vérité. Son histoire de vie a mis en évidence comment les lumières brillantes d'Hollywood peuvent illuminer un enfant, jusqu'au moment où un parent ou un studio en décide autrement. Hollywood peut être un lieu de merveille, créant des moments inoubliables qui unissent les familles dans le rire et les larmes. Mais cela peut aussi être une machine impitoyable, avide de nouveaux visages, et rapide à se débarrasser de ceux dont elle n'a plus besoin. Chacun des 21 jeunes artistes mentionnés ici avait une étincelle qui les rendait spéciaux. Leur talent illuminait les téléviseurs et les écrans de cinéma. Leur voix, leur visage et leur personnalité restaient avec le public longtemps après le générique. Pourtant, chacun a payé un prix.